Dans le podcast AWS en français, on parle des certifications AWS cette semaine. Restez branchés, le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, tous les vendredis matins, un rendez-vous auquel vous êtes nombreux et de plus en plus fidèles et je vous en remercie. Abonnez-vous dans les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et les autres. Vous pouvez aussi nous écouter sur vos sites web dans un navigateur, mais c'est quand même plus confortable de downloader l'épisode et puis de l'écouter en faisant autre chose. Vous êtes nombreux à nous écouter en voiture ou en vous promenant en journée et nombreux aussi, j'en parlais encore hier avec des auditeurs que j'ai rencontrés dans une conférence à attendre le podcast du vendredi matin. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous êtes nombreux à me remonter dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, Mastodon et les autres. Ce sont les certifications AWS. Vous êtes nombreux à me poser la question, quel est le meilleur moyen pour se préparer aux certifications? Quels sont les avantages des certifications? Combien ça coûte en général, etc., etc. Alors pour parler des certifications, j'ai fait appel à une expert, une formatrice certifiée Microsoft et Amazon qui travaille chez Global Knowledge. C'est Nabila Chergui. Nabila, merci d'être là. Ton rôle, c'est de donner des formations, des cours aux apprenants, comme on dit dans le métier de la formation, aux apprenants AWS. Donc tu es aussi en contact avec ces questions, comme moi je le suis. On te demande aussi, c'est quoi les certifications AWS ? Donc une certification AWS, en fait, c'est une procédure qui va permettre à des professionnels de l'informatique, puisqu'on parle d'AWS là, de valider en fait leur expertise sur un sujet, sur un domaine bien précis. En fonction qu'on soit architecte, qu'on soit développeur, qu'on soit administrateur système, qu'on fasse du réseau, un expert réseau, qu'on fasse de la base de données, etc. Et donc, ça permet en fait de mettre en avant son expertise, ses compétences par rapport en fait à une certification qui est je dirais validé par l'éditeur, et là en l'occurrence en fait AWS. C'est un truc qui est vieux comme le monde en informatique, hein, les certifications, en tout cas vieux comme l'informatique. Il y avait des certifications IBM Mainframe, il y a des Cisco, des System Administrator sous Linux, machin, etc. C'est pas vraiment nouveau. Je crois que ce qui était nouveau quand on a lancé les certifications, il doit y avoir 9 ans maintenant, c'était les premières certifications cloud à l'époque. Et c'est la première fois qu'il y avait un vendeur de cloud qui offrait des certifications pour montrer des compétences cloud. Alors le panorama des certifications a beaucoup changé depuis que moi j'ai commencé chez AWS. Il n'y en avait pas quand j'ai commencé, ça c'est facile. Puis très vite il y a eu architecte, c'était la première. Mais tu as mentionné différents secteurs de compétences. Est-ce que tu connais de tête combien de certifications aujourd'hui il y a et quels sont ces secteurs de compétences? Combien? Franchement, je ne les ai pas comptés. Ok, c'est une quinzaine, mais je ne connais pas le chiffre exact non plus. Oui, une dizaine peut-être. Par contre, effectivement, ce qui est bien, et c'est ce que je dis toujours en fait à mes stagiaires, en fonction de leurs compétences et de leur profil technique, c'est qu'il y a la certification qui va avec. Vous voyez, tu vois. Et donc voilà. Donc ça permet vraiment je dirais, on a différents types de certifications, donc à différents niveaux. On peut démarrer avec des niveaux, je dirais, de base. Hein, c'est ce qu'on appelle en fait les certifications associates. Ensuite, on peut passer en fait à la pro. Voilà. Et puis ensuite, on passe en fait à la spécialité. Et j'encourage beaucoup en fait mes stagiaires qui viennent dans mes cours, notamment qui sont très intéressés par la certification en fait, surtout architecte associate, d'accord. C'est celle par laquelle tout le monde commence en général. C'est ça. C'est en fait, alors déjà au niveau cours, c'est le plus demandé, la certification la plus passée. Et moi, j'insiste en fait, notamment pour ceux qui ont des domaines d'expertise, pour valoriser en fait cette expertise et ces compétences-là, de passer sur soit la pro, soit notamment les spécialités. Parce que AWS en fait est en train de mettre tout un panel, je dirais, de certifications pour, je dirais, mettre en place en fait ou mettre en avant en fait sa spécialité, son expertise. Donc voilà, donc je les encourage vraiment en fait à passer et voir voilà ces certifications qui sont très intéressantes. Donc il y a quoi? Il y a 3 silos, architecte, développeur, sysadmin globalement. Pour chaque silo, associate professionnel, et puis des spécialités si on veut aller plus loin dans un domaine de compétences comme le machine learning, le réseau, la base de données, etc. C'est ça en fait. On a en fait, premier niveau, c'est associate. Donc au niveau de l'associate, on a architecte.
on a un développeur et on a un SysOps, donc c'est pour les admins système. Et ensuite, on a le deuxième niveau qui est la professionnelle. Et la professionnelle, on a DevOps et on a architecture en fait avancée. Et ensuite, on a troisième silo et le dernier, c'est tout un panel de certifications en fait de spécialités. Alors, je les ai là sous les yeux. Ça me permet de rebondir parce que je les connais pas par cœur. Les spécialités, c'est réseau, analyse de données, base de données, apprentissage machine, sécurité et celle-là, elle me surprend toujours, SAP. Donc, il y a une spécialité SAP, oui. SAP. Oui. Mais bon, ça m'étonne pas parce que c'est quand même pas mal demandé. Hein. Donc maintenant, on en a 6. Je les ai sous les yeux aussi, hein. Je suis en train de regarder. Alors, exactement, ça permet de répondre à la question combien il y en a. Voilà. Toi, tu disais une dizaine et moi, je disais une quinzaine et la réalité est juste entre les deux puisqu'il y en a 12. En comptant une dont on va pas trop parler aujourd'hui qui est le Cloud Practitioner Foundational qui est une certification de base que chez nous, même les account managers, les équipes marketing, que tout le monde passe. Ça permet de comprendre le vocabulaire du cloud. C'est les différents services, les principaux building blocks. C'est pas très technique comme formation, comme certification, mais ça permet de valider que vous comprenez les concepts fondamentaux du cloud. Une des questions que j'ai très souvent avant de venir sur l'aspect préparation, évidemment, comment on se prépare, c'est quelle est la différence entre associé et professionnel? L'associate donne, je dirais, une certification sur les fondamentaux dans le domaine d'expertise en question. Après, la pro, on va plus dans le détail, on va plus loin au niveau des notions. Voilà. D'accord. Souvent, on dit aussi dans les questions, parce que je fais partie des équipes qui écrivent des questions pour certaines certifications. Donc, ce qu'on nous dit dans les questions, c'est l'associé, c'est une question, un concept. Tandis que dans la pro, c'est une question, plusieurs concepts, plusieurs services. Et donc, c'est plutôt des questions sur des scénarios. Les questions sont beaucoup plus longues d'ailleurs. Vous êtes CTO d'une application qui fait ça, et on combine plusieurs concepts et plusieurs services. Ça demande de la vraie pratique. Est-ce qu'on peut passer une certif pro juste en ayant suivi quelques cours et potasser des bouquins, etc. Ou c'est pour les professionnels qui ont les mains dans le cambouis? On peut la passer sans avoir les mains dans le cambouis. Hein. En pro aussi, tu penses? Oui, en pro. Oui, en pro. Mais bon, après, le mieux, c'est ça. Alors, si on la passe sans pratiquer, ça va être toujours plus difficile à la préparation et pour, je dirais, en fait, l'avoir. Le mieux, moi, c'est ce que je conseille toujours, c'est de la pratique. La pratique. Hein, c'est-à-dire l'apprentissage par la pratique, c'est la meilleure des méthodes. Maintenant, si, moi j'en connais, qui ne pratiquent pas forcément et qui, a pas ses certifs, ils bachotent, ils préparent. C'est beaucoup de travail, hein, et qui finissent par l'avoir, même si la première fois ils la ratent. Hein, donc, on peut toujours repasser un examen. On peut toujours repasser un examen, oui. Évidemment, il faut repayer. C'est le moment de parler du coût aussi. Oui. Ça coûte combien une certification? Alors, si on prend l'associate, ça coûte, que je raconte pas de bêtises, je crois, dans les 160 €. Alors que, oui, 160 €. Après, pour tout ce qui est pro et spécialité, c'est dans les 300 € que je raconte pas de bêtises. Voilà. Donc c'est le même prix. C'est ces ordres de grandeur-là que j'ai en tête aussi. Voilà. D'accord. Alors pour ma part, 150, 160 € pour l'associé, 150, 160 € pour l'associé et à peu près le double pour la professionnelle. C'est ça, à peu près. Pour ma part, en fait, j'ai passé 2 certifications associate et j'ai passé 2 spécialités. C'est pour ça que je connais les prix, en fait. Voilà. Alors, évidemment, pour la plupart des entreprises, votre employeur va prendre ses coûts en compte par note de frais ou autre. La plupart des gens ne payent pas de leur poche, sauf si vous êtes freelance, évidemment, ou que vous souhaitez apprendre par vous-même. Ces certifications sont limitées dans le temps également, parce que les technologies AWS changent tout le temps. Donc, c'est valable combien de temps une certif? 3 ans. 3 ans, donc, que ce soit une associate ou une professionnelle. Quelle que soit, il faut la renouveler tous les 3 ans si on veut garder en fait la certification. Je sais, c'est mon drame, j'ai laissé expirer toutes mes certifications, donc officiellement aujourd'hui je ne suis pas certifié AWS, mais c'est une question de temps, je vais les repasser. Il y avait aussi quelque chose à l'époque, je ne sais pas s'il y a toujours, si on passe la pro, ça renouvelle automatiquement la société, c'est toujours valable, c'est ça? C'est toujours valable, oui, tout à fait.
Donc ça, c'est le contexte général des certifications, lesquelles elles sont, combien ça coûte. Donc je voudrais rentrer sur un autre sujet maintenant, c'est comment on se prépare. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Je ne vais pas aller à l'examen les mains dans les poches en sifflotant. Donc on va parler d'abord de comment on se prépare et puis on parlera du jour de l'examen, comment se passe l'examen aujourd'hui. Mais d'abord, globalement, et tu dois avoir la question presque à chaque cours que tu donnes, c'est comment est-ce que je me prépare à une certification AWS ? Ouais. Alors en général, la question, alors elle arrive toujours soit le premier jour, soit le deuxième, soit le troisième jour. Voilà. Et il y a certains qui sont pressés. Par exemple, je prends là, j'ai terminé un cours en fait hier, et puis vers les coups de 15 heures, j'ai un stagiaire qui me dit Nabila, tu nous parles, tu nous avais promis en fait de nous expliquer comment on fait pour se préparer à une certif, etc. J'ai dit, on va en parler à la fin du cours, il y a pas de souci. Voilà, je fais à chaque fois. Et alors moi, ce que je conseille toujours, même si on est un expert, même si on est bon, je dirais dans, je dirais la techno sur laquelle en fait on travaille, de ne jamais aller passer une certification sans se préparer. Voilà, et je parle vraiment par expérience. Pourquoi ? Parce que je dis toujours en fait, il faut d'abord avoir connaissance, je dirais, du type, je dirais, de questions qu'on va avoir, d'accord ? S'habituer au type de questions, connaître les sujets qui vont être abordés le jour de l'examen. Et puis, le jour de l'examen, on a un timer, donc on est limité dans le temps. Voilà, on n'a pas 24 heures ou 8 heures pour passer l'examen. Mais c'est 90 minutes, c'est quelque chose comme ça. Non, on a en fait 130 minutes. 130 minutes. D'accord. 130 minutes. Et puis après, je vais donner des petites informations sur notamment nous les francophones. Voilà, si on veut passer en fait la certification en anglais. Mais c'est 130 minutes, donc ça veut dire que il faut pas rester 5 minutes sur une question, quoi. Donc il faut aller très vite. D'où la phase préparation à l'examen qui est très importante. Et ne pas se dire moi je connais, ça fait 5 ans que je travaille sur AWS, voilà, je vais passer l'assertif sans me préparer, etc. Donc bon, alors peut-être que la personne peut réussir, mais moi personnellement je ne m'y risquerai pas. Donc la préparation à l'examen, déjà par exemple un suivi de cours, je fais pas de pub pour les suivis de cours, parce qu'il y en a en fait qui existent gratuits sur Skill Builder, qui sont proposés par AWS. Donc le suivi de cours qui peut donner en fait déjà les bases qui vont être sur les sujets qui vont être abordés le jour de l'examen, en tout cas dans l'examen. Donc déjà ça c'est pas mal. Donc il y a différents sites qui proposent de toute façon des vidéos. Certains sites sont payants, d'autres c'est gratuit pour la préparation. Vous avez aussi, alors l'idéal c'est la pratique. Donc moi c'est ce que je dis toujours. Voilà, en pratiquant on se rappelle, on mémorise bien. Voilà, à apprendre par cœur. De toute façon, moi je dis c'est pas la peine. Je sais même pas si avec AWS c'est possible. Voilà. Moi je sais qu'avec certains examens, je ne citerai pas l'éditeur où effectivement j'ai eu des stagiaires qui ont appris par cœur en fait des questions. Ils sont partis à l'examen, ils l'ont eu. Mais comme ils disent à la fin quand ils sortent en fait du centre d'examen, ils me disent OK, moi mon entreprise a demandé à ce que je passe l'examen, je l'ai. Maintenant on me demande pas à ce que je fasse quelque chose parce que j'ai pas l'expertise. Voilà. Donc bon, ça comme je dis, OK, parce que là la personne avait, je dirais la pression plus haut. De son employeur. Ce que je dis, voilà, de son employeur, voilà. Et puis l'objectif c'était ça. Donc, mais ce que je dis, c'est toujours la pratique. La pratique, en fait, moi je sais qu'en pratiquant, je mémorise, je comprends mieux, etc. Donc la pratique. Je reviendrai peut-être sur la partie pratique aussi. Et puis après, en fait, c'est avoir des dumps, ce qu'on appelle des dumps, c'est-à-dire des questions, des examens blancs qui nous présentent, je dirais, le type de questions qu'on va avoir. C'est pas les mêmes, mais le type de questions qu'on est susceptible d'avoir le jour de l'examen. Et puis pour s'habituer au type de questions. Voilà, pour que le jour de l'examen, on n'est pas là en train de se dire ah purée, c'est ça les questions, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Donc pas de surprise le jour de l'examen. Et c'est ça en fait une préparation à l'examen. Et on peut trouver ces documents qui décrivent la répartition des questions, 20% sur ça, 30% sur ça, et des questions d'exemple sur le site AWS Training. Et on met les liens toujours dans les notes du podcast, donc vous scrollez dans les notes du podcast et vous trouverez. Et puis je suppose que si on cherche un peu sur Internet, on peut trouver des dumps d'examen plus ou moins officiels d'autres sources également. Tout à fait, tout à fait. Alors,
Il suffit simplement de faire une petite recherche Google AWS Certification, ou alors on recherche simplement la certification qu'on souhaite de l'examen en fait qu'on souhaite passer. On tombe sur la page en fait AWS et là on a un document PDF en téléchargement libre qui va nous donner toutes les méthodes pour préparer l'examen, d'accord, pour avoir la certif, hein, examen égale certification. Et vous avez aussi un lien qui nous permet de télécharger 10 questions d'examen qui nous permet comme ça en fait d'avoir une idée sur le type de questions. Voilà, donc on a les 10 questions et puis à la fin en fait du document, on a les réponses en fait à l'examen. Alors moi je sais que dans mes cours, puisqu'on a des cours en fait qui préparent à l'assertif, je télécharge en fait le questionnaire avec mes stagiaires et puis on travaille ensemble pour leur donner les billes pour savoir identifier les points clés au niveau de la question, procéder par élimination, garder la réponse et puis après hop on regarde si on a tout bon ou pas à la fin en fait du questionnaire. Donc ça permet comme ça d'avoir une bonne idée du type de questions qu'on va avoir. Mais comme je dis, il y a que 10 questions. Donc après, c'est ce que tu as dit, tu as Skill Builder, AWS Skill Builder en fait, moyennant la création en fait d'un compte. Donc on a des petites vidéos à thème qui permettent déjà d'avoir des informations sur. Donc on est dans la phase d'apprentissage, donc des informations sur tel service, etc. On a aussi des vidéos pour la préparation à l'examen et on a aussi des questions d'examen, mais qui dépassent pas 20 questions. Voilà, donc pour se préparer en fait à l'examen, tout simplement. D'accord. Mais sur la chaîne, sur la chaîne d'AWS France, YouTube d'AWS France, il y a également 60 vidéos bien démarrées avec tous les services de base, bien démarrées avec S3, bien démarrées avec EBS, bien démarrées avec EC2, en français, des petites vidéos de moins de 5 minutes. Et puis j'avais fait, à l'époque où on était obligé de rester chez soi, j'avais fait des quiz de certification également en live sur Twitch et vous pouvez toujours aller voir ces vidéos aussi, c'est en français. En gros, je mettais une question d'exemple à l'écran, c'est pas des vraies questions de certification, mais similaire en tout cas, et avec c'était un quiz, donc toutes les personnes qui étaient sur Twitch pouvaient voter et on avait un gagnant toutes les semaines qui pouvait dire voilà, c'est moi qui ai remporté le quiz de certification. Et si vous scrollez dans les notes du podcast, vous trouvez ces vidéos sur Twitch, elles sont en français aussi. Alors justement, je parle de français et tu dis tiens, on peut avoir quelques avantages si on n'est pas des native speakers en anglais, parce qu'évidemment ces examens sont tous en anglais, hein. On les fait plus, je crois qu'on les a fait à une certaine période en français et d'autres langues. Maintenant, c'est en anglais, mais avec un bonus si on est francophone. Alors, maintenant, on les a en français. C'est récent. Cool, ça. Voilà, c'est récent. Personnellement, je n'ai pas vu à quoi ressemblaient les examens en français parce que voilà, la traduction, parce que moi ça fait plus de 20 ans que je passe les certifs, et donc j'ai toujours une préférence et je conseille toujours de la passer en anglais, sauf si vraiment c'est une grosse problématique pour le candidat. Voilà, c'est-à-dire l'anglais pose vraiment problème au niveau de la compréhension de la question pour le candidat. Mais je conseille vivement en fait de la passer en anglais. Pourquoi ? Parce que les examens blancs, on les aura toujours en anglais. On n'a jamais eu d'examen blanc en français. Voilà. Et puis c'est pareil, par exemple, si je prends en anglais, on va parler d'un bucket S3. En français, on va parler d'un compartiment S3. Donc, quand on sait, ça va. Quand on sait pas, on va dire de quoi il parle. Voilà. La première fois, c'était assez perturbant. Un équilibreur de charge. C'est ça, par exemple. Voilà. Et moi, je sais que, par exemple, la doc AWS qui est très bien faite, c'est vraiment une référence au niveau pour l'apprentissage, pour l'implémentation, etc. Je conseille toujours en fait d'utiliser la doc anglaise que la doc française. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est mise à jour avant la doc française. Et puis c'est pareil, des fois par exemple, moi quand je lis la doc en français, j'arrive pas à comprendre parce qu'il y a la traduction qui a un rôle dans la compréhension en fait, de ce qui est dit. Donc ce que je conseille, c'est plutôt de passer en français, en anglais, excuse-moi. Et ceux qui veulent vraiment passer en français, allez-y, y a pas de souci. Mais comme on n'est pas, on est francophone, donc ce n'est pas l'anglais n'est pas notre langue maternelle. On va se rajouter, avant la planification de l'examen, on va se rajouter en fait un rap de 30 minutes de temps. Donc ça veut dire que, et c'est accepté d'office.
Donc on n'a pas besoin, on n'a pas un temps, justifier, justifier, voilà, on n'a rien à justifier de quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est accepté d'office. J'avais même eu un stagiaire qui était irlandais, donc il travaille bien sûr en France, hein, il est résident en France, etc. Et qui m'a posé la question, mais ça marcherait pour moi? Je lui dis bah écoute, essaye, puis on va voir. Voilà, et puis bah c'est passé, voilà, ça a marché. Et donc, alors comme je dis, franchement c'est pas anodin ce fait de se rajouter 30 minutes de rab. Moi, je sais que quand j'ai renouvelé ma certification architecture associate, semblant de rien, j'ai mangé 2 minutes sur le temps officiel. Donc, en fait, j'ai fait 132 minutes. Pour, je dirais, les questions, parce que j'ai démarré un petit peu lentement sur les premières questions. Je voulais vraiment pas rater en fait les questions. Et après, il m'est resté en fait 28 minutes. Et pendant ces 28 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur les questions, voilà, qui nous ont paru difficiles, etc. Donc, c'est vraiment pas en fait je dirais, du superflu. Et souvent, le retour que j'ai de mes stagiaires, c'est tu sais, Nabila, moi, j'ai consommé les 160 minutes, quoi, pour faire les 65 questions. Ouais, mais déjà lire les questions, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de passer des certifs, parce qu'après, moi je dis, c'est une habitude après qu'on a, d'accord? Parce que c'est, voilà, on a l'habitude de passer des certifs, on sait comment faire, comment lire les questions, etc., etc. Donc on va de plus en plus vite. Alors que quand on passe pour une première fois, et moi ce que je constate en l'occurrence AWS, c'est qu'il y a beaucoup, je dirais, de primo candidats, je vais dire, arrivant, voilà. Et donc effectivement, ça peut, je dirais, déstabiliser. On est devant la question, on lit, on prend, on fait attention pour pas rater, etc. Il y a le stress aussi qui rentre en jeu, tu vois. Donc ce qui fait que se rajouter les 30 minutes de rab, c'est franchement, moi je le conseille. On le fait dès qu'on crée son profil sur le site AWS Training and Certification. On se rajoute en fait, c'est ce qu'on appelle en fait une request exam accommodation. Une accommodation à l'examen, si je peux traduire ça comme ça en français. Et c'est automatiquement accepté. Et quel que soit l'examen AWS ensuite qu'on va passer, on aura ces 30 minutes supplémentaires pour le passage examen. Ce qui fait que au lieu que ce soit 130 minutes, ce sera 160 minutes. C'est important ce que tu dis dans la manière de lire les questions, parce que c'est vrai quand on passe beaucoup de certifications, la manière dont la question est posée, d'abord chaque mot est important, il peut y avoir un petit mot qui fait tout le détail et qui va exclure telle ou telle option dans les options de réponse. Et puis dans les options de réponse, c'est du choix multiple, vous ne devez jamais écrire vous-même une réponse en free text, en tout cas pas en associate, peut-être en professionnel, mais en associate pas. Ce sont des choix multiples avec une ou plusieurs bonnes réponses à sélectionner. Et souvent vous avez 3 réponses qui sont exactement les mêmes mais qui changent juste sur un mot, et puis une qui n'a rien à voir. En général, je peux pas vous donner une règle à 100%, mais celle qui n'a rien à voir est pas la bonne, et ça va se jouer il faut identifier quelles sont les parties communes des réponses et quelles sont les parties qui se différencient. De cette manière, vous savez sur quoi la question porte. Ah oui, on me demande de comprendre entre, je sais pas moi, lambda, ECS ou EKS, c'est la différence. Et puis on revient à la question, et ok, en fonction de la question, c'est effectivement lambda, ECS ou EKS qui est la meilleure solution. Oui, ça devient des techniques finalement qui permettent presque de deviner sans connaître le contenu. Tu fais comme ça aussi, toi? Alors, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on dit, c'est identifier les points clés au niveau de la question déjà. Et ce que je dis toujours par rapport à l'examen architecte associate, c'est que quand on lit la question, on imagine l'architecture. Et on devine en fait si tu veux, les réponses qu'on va nous proposer. Et ça, c'est une façon de travailler, c'est suite aux préparations, etc. D'accord ? Et effectivement, donc identifier les points clés au niveau de la question, c'est-à-dire si on nous parle de, je sais pas, SQS, pourquoi je vais répondre SNS, voilà, à titre d'exemple, d'accord. Ou si on parle d'une fonctionnalité de SNS, pourquoi je vais choisir SQS, tu vois. Connaître les cas d'usage des services, ça c'est très important. On connaît bien les cas d'usage des services, pourquoi je vais utiliser tel service à la place de l'autre, ça c'est fondamental. Quel que soit, je dirais, le niveau, alors surtout dans les examens en fait d'architecture, quel que soit le niveau, et quand on est en fait aussi dans la spécialité. Voilà. Donc ça c'est important. Et ce que je dis toujours, c'est ne jamais rajouter des informations supplémentaires. C'est-à-dire, moi j'ai eu des cas,
puisque j'anime beaucoup des cours de préparation à l'assertif, où on me dit, Nabila, cette question-là, c'est pas normal qu'on réponde, qu'on choisisse cette réponse. Ça devrait être X, Y, Z. Voilà, et c'est pas listé. Voilà. Et il me dit, mais normalement, il y a même pas la réponse. Je dis, mais pourquoi il y a pas la réponse? Moi, elle me semble correcte, la réponse. Il me dit, mais parce qu'on devrait faire ça. Je dis, non, mais attends. Là, tu as bien lu la question? Regarde, est-ce qu'on te parle de ce que toi, tu es en train de me parler? Non. Ben voilà, pourquoi tu en rajoutes? Donc, il faut rester dans le contexte de la question. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on débute, hein, dans les passages en fait d'examen. Il faut rester dans le contexte de la question, ne pas déborder, ne pas se dire ah mais moi j'aurais fait comme ça moi en pratique. Non, on te demande, le contexte est bien clair, tu restes dans le contexte de la question, tu identifies les points clés et tu prends la réponse. Et il y a une méthode qui marche super bien, mais ça suppose de bien connaître en fait les services. C'est la méthode de l'élimination. Ça marche super bien. Donc, l'élimination, ce que tu disais, hein, il y a toujours une réponse farfelue. Alors, ce que je dis, hein, quand on est dans des examens, ça veut dire qu'on rentre quand même dans le moule éditeur. Voilà, hein, l'éditeur, s'il a créé en fait l'examen, c'est pas pour rien. C'est pas pour qu'on lui ramène tout et n'importe quoi, etc. On a les bonnes pratiques, on respecte les bonnes pratiques et on répond en fonction des bonnes pratiques. Et donc, il y a toujours une réponse farfelue. Et cette réponse farfelue, alors c'est, comme je dis toujours, c'est une réponse usine à gaz. Voilà, on commence à faire tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, celle-là, on l'élimine d'office. On l'élimine d'office. Et ensuite, on lit les différentes réponses, effectivement, et on procède par élimination. Si le sujet, on me parle, en fait, je sais pas, de streaming, je vais pas choisir, en fait, SQS. Ce sera plutôt Kinesis, tu vois? Et donc, j'élimine. Et souvent, mais ça suppose de bien connaître, en fait, les services. La réponse, en fait, elle est limpide, quoi. Donc, on a la réponse, on la coche, et je passe à la question suivante. Voilà. Il y a autre chose, souvent où ça génère pas mal de discussions avec mes stagiaires. C'est ah, mais pourquoi je choisis telle réponse à la place de celle-là? Ah ben parce que dans la question, on vous dit le petit mot. Ouais. Voilà, l'optimisation du coût. Voilà, effectivement, les deux le font. Mais la réponse A est plus chère que la réponse C, qui est la bonne. Ah oui, mais j'aurais pu le faire. Oui, mais ça va te coûter plus cher. Voilà. C'est vrai. Il y a beaucoup de questions, surtout en architecture. What is the most cost effective? Quel est le moyen le moins cher de faire ça? C'est ça. Alors, tu as le cost effective, voilà. Et tu as en fait alors comment au niveau des questions, c'est list. Alors, excuse-moi mon anglais, hein, j'ai pas un super accent, mais list operational overhead. Ah donc, c'est-à-dire le moins d'opérations à faire, c'est-à-dire le moins de tâches opérationnelles à effectuer. Voilà. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense toujours, en fait, à un service qui est managé. Voilà, tu vois. Et donc, ça, ce sont les points clés. Un exemple, ça serait quel est le service qui quelle est la manière la plus efficace de déployer une base de données sur AWS, et vous avez une réponse avec RDS et une réponse avec EC2 et j'installe à la main Oracle. Exactement. Les deux sont valides, techniquement les deux sont valides, mais celui qui vous donne le moins de travail, c'est RDS. Et donc, on est d'accord. Ce mindset-là. C'est très bon cet esprit-là. Oui, c'est ça. Je voulais juste, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as en fait deux, trois questions qui sont quasiment similaires. Alors ça, on les rencontre plus dans les examens spécialités. Alors, moi, j'en ai passé 2. Voilà. Et dans les associates, pas trop. Et c'est surtout dans les examens spécialités où tu as en fait des questions. La question, elle tient sur 10 lignes. On a, je sais pas, comme réponse A, B, C, D, E, F. J'exagère peut-être un petit peu, mais oui, je crois qu'on va jusqu'à F. Ça peut, ouais. Et puis voilà, ça peut. Alors il y a toujours une question, une réponse qu'on élimine. Et puis moi, je sais que je me suis retrouvée. Donc voilà, j'ai procédé par élimination et je me suis retrouvée face à 2 réponses. Au premier abord, je ne voyais pas la différence. Elles étaient identiques. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Tu sais ce que j'ai fait? Ce que tu as dit, en fait. C'est-à-dire, on relit vite fait, effectivement, la question. Et puis après, je t'assure, hein, c'est véridique, hein, c'est ce que j'ai fait le jour de l'examen. J'ai comparé mot à mot les 2 réponses pour trouver la petite différence qui a fait que j'ai choisi la réponse. Alors ça, c'est les spécialités. Ce qui est logique, ce sont les plus corsés, hein. C'est les examens les plus corsés quand même, hein. Parce que pour l'avoir, ça veut dire, voilà, je valide mon expertise sur le sujet. Donc voilà. Alors les associates, on va pas trop retrouver ce type de réponse. De subtilité. Je rassure. Voilà, je rassure tous ceux qui vont passer en fait les certifications associates, mais les spécialités, oui.
À propos de rassurer, je voudrais aussi Ouais. rassurer sur le scope. La première certification, comme tu l'as dit, c'est architecte associate. Il y a plus de 200 services AWS. Vous ne devez pas tout connaître. Hein. Architecte Non. associate, ça se focalise sur ce qu'on appelle les services de fondation. Donc, c'est ceux qu'on a déjà mentionnés. Tu as mentionné SQS, SNS. Ouais. Moi, j'ai parlé de Lambda, EC2, EBS, les VPC, les security groups, et les load balancers aussi. Et globalement, c'est à peu près tout. Je pense S3. Ouais, S3, Voilà. EC2. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout cité. Je pense pas qu'il y ait Ouais. beaucoup de choses en plus que ça. Après, évidemment, dans les spécialités ou les pros, là, ça va un peu plus long. Il faut pas répondre non plus à toutes les questions. Enfin, je veux dire, on a le droit de se tromper. Je sais qu'AWS c'est pas très bavard sur les pass rates, sur le rate qu'il faut avoir, le score qu'il faut avoir pour passer de tête. C'est en général, ça dépend d'une certif à l'autre aussi. Et ça peut changer avec le temps, mais c'est quoi? C'est autour de 70-75%? 72%. 72? Ouais, D'accord. 72%. Donc D'accord. j'étais bon dans ma Oui. tranche, dans mon Ouais, évaluation. c'est ça, en fait. C'est 72%. Quel que soit, enfin, moi, pour les examens que moi j'ai passés, c'était dans tous les cas 65 questions, hein. Il n'y en a pas plus. Hein. Beaucoup, alors l'architecte, beaucoup de scénarios. On te donne en fait des cas d'usage. Après, quand tu passes les examens spécialité, c'est plus spécialité, donc c'est l'expertise. Hein. Il y a beaucoup d'expérience qui rentre en jeu pour les examens speciality. D'accord. Là, Il faut voilà, avoir là la pratiqué, pratique. ouais. Voilà, il faut l'expertise, il faut la pratique, parce que moi j'ai beaucoup utilisé mon expertise. Hein. Et puis la connaissance des services, cela va de soi. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? En fait, il y a toute question, toute bonne réponse à une question implique des points acquis. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions éliminatoires. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de questions prioritaires. Ça n'existe plus. La première En gros, certif que j'ai c'est passée. un point Oui. si j'ai bien répondu, 0 si j'ai pas répondu, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Et quand tu as en fait des questions à choix multiples, c'est-à-dire tu as plusieurs réponses, imaginons que tu as une question à 3 réponses, tu coches les 3 réponses, tu en as une qui est fausse, grâce aux 2 bonnes réponses, tu acquiers des points. Quand même, Donc, ouais. ah oui, bien sûr. D'accord. Donc voilà. Donc c'est plus effectivement anciennement. Moi, la première certif que j'ai passée, c'était l'architecture en 2018, et c'était l'ancienne méthode, je dirais, de notation. Et là, on avait effectivement des questions à priorité, etc., etc. Maintenant, c'est plus le cas. D'accord. Mais on vous dit clairement, il y a 2 bonnes réponses ou il y a 3 bonnes réponses à cocher. Ah oui, c'est-à-dire oui. Alors, quand on a en fait la question, c'est simple. Si c'est une question à réponse multiple, on nous donne le nombre de réponses qu'on doit cocher. Et puis de toute façon, au niveau de la question, voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et au niveau des questions, en fait, on a des cases à cocher. Tu vois. Et puis si c'est une réponse unique, en fait, ils le disent pas. Et au niveau des questions, en fait, c'est des points d'option, des boutons d'option. D'accord. Oui, on peut en sélectionner qu'un de toute façon, donc c'est exclusif. C'est l'un. Voilà, c'est exclusif. Et alors souvent, quand j'explique ça à mes stagiaires, ils me disent ah mais Nabila, ça veut dire que si j'ai une question à 3 réponses, ils nous présentent en fait 5 réponses, je coche tout. Et comme ça, dans tous les cas, je vais avoir en fait tous les points. J'ai non, ça se passe pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, j'ai essayé le jour d'un examen parce que franchement, j'ai jamais essayé. On me dit 3 réponses, c'est 3 réponses quoi. Et donc j'ai 3 réponses, je coche les 3 et puis je me dis tiens, je vais cocher la 4e. Et en fait, j'ai un pop-up qui me dit non, tu as répondu en fait 3, donc ça veut dire qu'il faut que tu décoches une des réponses pour que tu puisses cocher en fait voilà, une autre. Donc voilà, donc ça marche pas l'histoire de je coche tout pour avoir mes bonnes réponses. Non. À propos de, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de pur par cœur non plus. Je sais qu'il y a plein de limites, de chiffres. On a parlé des prix tout à l'heure. Il n'y a aucune question qui va vous demander combien coûte le gigabit de stockage sur S3. Non. Quand on parle de prix, ce sont des ordres de grandeur, les principales métriques, etc. Vous savez qu'il y a un service plus cher que l'autre pour telle dimension. Mais on ne va pas vous demander quelle est la limite de fonction lambda que vous pouvez tourner de façon concurrente. Il peut y avoir des questions sur des ordres de grandeur où il faut savoir si c'est plutôt dans les professionnels, je me souviens, voilà, en fonction du volume qu'on va vous donner, on dit je dois stocker 3 terabytes de données, machin, et cet ordre de grandeur va vous influencer vers un service ou un autre, par exemple FSX versus S3, en fonction des caractéristiques qu'on décrit dans la question, mais il n'y a aucune question qui nécessite de l'apprentissage par cœur, correct? Non. Alors après, je sais que la toute première certif que j'ai
passé en 2018, les 5 premières questions, c'était ça, je connais ou je connais pas. C'était du style soft limit, VPC, etc. Hein, voilà, 5 VPC par région et par compte AWS. Et j'avais eu en fait les 5 premières questions, c'était dans ce style-là. Alors c'est vrai que c'est bien, hein. Oui, oui. C'est l'ancienne mouture de l'examen. Et puis après, ça s'est corsé, bien sûr. Alors comme je dis, c'est bien quand on connaît. Quand on connaît pas, c'est un petit peu plus délicat. Donc c'est fini tout ça. Hein. Donc il y a plus cette notion. Et puis comme ça peut varier. Ah, si je prends par exemple le pricing, ça peut varier. Hein. Donc déjà d'une région à une autre, etc. Donc non, on n'aura pas en fait ce type de questions. Moi, je sais que par rapport, par exemple dans mes cours architecture, on parle des différents types d'instances, etc. pour les VM et ainsi de suite. Hein. Moi, je dis à mes stagiaires, écoutez, c'est pas la peine de les apprendre par cœur parce que de toute façon, ça évolue, voilà. Et puis on vous posera pas ce type de questions. Combien de CPU vous avez sur une C7G XL? Quelle est la quantité de mémoire? On l'aura pas. Par contre, dans l'examen speciality, que je raconte pas de bêtises, c'est sur la big data, qui est d'ailleurs déprécié maintenant, où effectivement c'était pour Redshift, où on nous demandait le type de VM qu'on choisissait, effectivement, parce que là c'est normal, c'est une spécialité. Bah oui, je dois connaître un minimum par rapport au choix du type de VM qui sont proposés pour Redshift. Mais sinon, non, il n'y a pas de parcourisme, c'est connaissance en fait les cas d'usage, et les fonctionnalités, je dirais en fait des services. Bien connaître le service, quoi. À quoi il sert, quelles sont ses fonctionnalités, etc. Et est-ce que les questions résistent bien au temps? Parce que ça change tout le temps sur AWS, j'en sais quelque chose. Dans le podcast, toutes les 2 semaines, je fais un What's New, et typiquement, il y a 35-40 nouveautés par semaine. Comment ça se passe dans une perspective de temps? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, même par rapport à l'apprentissage, les notions de base restent les mêmes. Ce que je dis, par exemple, une base de données, ça reste une base de données, quoi. Voilà. Il y a 30 ans, et avant le cloud, et après le cloud, ce sera toujours une base de données. Ça sera toujours une base de données. Et donc, ça veut dire qu'après, il faut connaître les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont rajoutées au niveau du service, par exemple RDS. Et donc, au niveau des examens, c'est plus par rapport aux nouvelles versions de cours et d'examens qui sortent. Donc, c'est pour ça, d'où la recertification tous les 3 ans. Tu vois? Donc voilà, ce qui est normal. Alors déjà 3 ans, moi je trouve que c'est nickel, quoi. Déjà long. Oui. Non, c'est pas que c'est déjà lent, non, qui change pas, c'est nickel. Parce que mais c'est un petit peu peut-être, je raconte peut-être une bêtise, c'est peut-être aussi un petit peu le temps pour sortir des nouveaux cours aussi, des nouvelles versions de cours plutôt. D'accord. Donc ça n'arrête pas d'évoluer, etc. Oui, mais au niveau de la certification, de toute façon ils le disent. Quand on va sur, je t'ai dit, on fait une petite recherche, on recherche l'examen et on tombe en fait sur la page de, je dirais en fait AWS concernant la certification. Et ils nous disent en fait quels sont les sujets qui seront abordés. Et ce que je dis toujours par rapport, je dirais pour ceux qui suivent des cours, en fait c'est aussi les sujets qui sont abordés dans le cours. La majorité des, je fais pas de pub pour suivre des cours, mais la majorité en fait des examens et donc des certifs, il y a un cours en fait derrière. Oui, on a le cours et l'examen, donc l'assertif. Il y a qu'un seul. Alors je sais pas pour SAP, je vais pas vérifier, mais il y en a qu'un seul qui manque à l'appel, c'est networking, Advanced Networking Speciality. Ah oui, voilà, il n'y a pas de cours de 3 jours sur le networking. Ouais, voilà, il n'y a pas de cours. Et je sais que souvent mes stagiaires me demandent, mais il n'y a pas un cours là-dessus, etc. Non, malheureusement, il n'y en a pas. Et donc voilà, donc les bases restent les mêmes. Et après, c'est plus par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Mais comme je dis, c'est toujours pareil pour tous ceux qui travaillent on-premise et qui installent leur soft, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de Microsoft, je sais pas, SQL Server, Exchange, machin, etc. Quand ils sortent une nouvelle version en fait du soft, forcément ils sortent aussi en fait l'examen qui va avec. Le nouveau cours et l'examen qui va avec. Le cours et l'examen. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais passer l'examen, je vais pas répondre avec les anciennes fonctionnalités en fait du soft. Je vais m'adapter aux nouvelles fonctionnalités, ce qui est logique. S'ils sortent des nouvelles fonctionnalités, l'objectif c'est d'aller plus vite, c'est plus performant, moins cher, etc. Donc voilà. Donc d'où effectivement l'adaptation. Ils peuvent effectivement étoffer, je dirais, la batterie de questions dans l'examen, mais en général, moi, je rassure toujours en fait mes stagiaires en disant les bases, vous les avez. On a toujours en fait les bases et puis les questions, on a, c'est-à-dire si on connaît 95%, je dirais, des sujets de base.
la probabilité pour qu'on rate quand même l'examen, elle est quand même relativement faible. Hein. On va avoir peut-être une question purée, mais où on va se dire, mais jamais, voilà, je connais pas cette fonctionnalité, etc. Mais c'est quoi? C'est peut-être une ou deux questions. C'est pas ça qui va nous faire rater en fait l'examen. Exactement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pass rate, donc du score minimum à faire. Rapidement pour terminer, le jour de l'examen, ça se passe comment? Donc déjà pour s'inscrire et puis le jour de l'examen. Alors, il faut se créer un compte sur le site AWS Training and Certification. On se crée un compte. Donc, une fois qu'on a créé, on remplit toutes les informations en fait du profil, l'adresse perso, etc. Une fois qu'on a rempli toutes ces infos, moi, ce que je conseille, c'est de rajouter en fait les 30 minutes de RAB, de temps supplémentaire. Hein. Et puis, on se prépare bien à l'examen. Donc ça, on en a parlé là. Et puis ensuite, on va tout simplement planifier. Hein. Donc on planifie, on va passer par Pearson VUE. Hein, donc ça, c'est l'organisme qui organise les certifications et pas que pour AWS. D'ailleurs, dans les salles d'examen, on a à côté quelqu'un qui fait une certification Cisco, l'autre Microsoft, etc. Et ils ont plusieurs centres en France. On ne doit pas nécessairement aller à Paris pour faire une certification. Tout à fait. Donc, il y en a un petit peu partout. Et quand on va planifier l'examen, donc on a le choix. Est-ce qu'on le passe online ou est-ce qu'on le passe en fait en centre? J'explique les deux? Ouais, on va prendre le temps rapidement. Ouais. Comment ça se passe si je suis online? Comment ils s'assurent que je ne triche pas? C'est très, très, très strict. Contrôlé, hein, justement. C'est pour ça que je pose la question. Très, très contrôlé. Je l'ai passé une fois online. Donc d'abord, il faut être dans une pièce où il n'y a pas de passage. Donc fermé à clé à double tour, pas de bruit, pas de passage. Donc il va y avoir un check du PC sur lequel on va passer l'examen, un check matériel. Une application à installer. C'est l'application View qu'on va installer. D'accord. Et on va procéder par ça prend à peu près, alors tout dépend, donc eux ils prévoient 30 minutes avant l'heure de l'examen. Je crois que j'avais fait. Il faut s'entraîner. Moi, c'est ce que je conseille. Il faut s'entraîner pour que le jour de l'examen, on se dise ça se passe comme ça, machin. De toute façon, quand on s'inscrit online, on a des mails, on reçoit des mails. Ils expliquent comment ça marche. Tout. Voilà, et on peut. Il faut montrer la pièce où on est aussi avec la caméra, montrer la personne à côté, qu'on n'a rien dans les manches, rien dans les poches. Oui, tout à fait. Donc, on a besoin en fait d'une pièce d'identité avec photo. Qu'on photographie en fait recto verso. On photographie les 4 murs de la pièce. Pas de PC branché, pas de télé, etc. Sinon, on va nous demander de débrancher. On va se prendre en photo, voilà, et on envoie tout ça. Et ensuite, on va rentrer en fait dans une, je dirais, comment qu'on appelle ça, une salle d'attente virtuelle. Et alors moi, je sais que j'ai pas attendu trop longtemps. J'ai attendu à peu près 5 minutes. Et ensuite, il y a le proctor. Voilà, alors moi j'ai conversé par chat, qui se présente, machin, etc. Et puis ensuite, il va demander de présenter ses poignets. Alors même la montre là que j'ai là, qui n'est pas en fait une montre connectée, donc pas de montre. Là même en centre, j'avais ma montre standard. On m'a dit pas de montre. Voilà, donc pas de montre connectée, pas de casque, interdit, évidemment, pas d'écouteurs. Pas d'oreillette. Voilà, pas d'oreillette, rien. Et puis ensuite. Il m'a demandé en fait de filmer avec la webcam sous le bureau. Des fois qu'il y aurait une personne qui serait là à souffler en fait les réponses. Voilà. Et puis après il m'a dit c'est ok et on démarre l'examen. Donc via l'application View. Pendant l'examen, alors moi je l'ai jamais fait en ligne, mais on m'a dit que pendant l'examen, si on est un peu distrait, qu'on regarde à droite ou à gauche, on se fait rappeler à l'ordre par le proctor qui reste présent pendant la durée de l'examen. Alors moi ça m'est arrivé pire. Enfin, je sais pas si c'est pire, mais effectivement, il faut pas bouger parce qu'il y a la webcam. Donc le proctor il vérifie avec la webcam, etc. Alors on peut s'adosser sur son siège, etc. Parce que c'est vrai que 160 minutes ça fait long. Mais par exemple moi, au bout de la 25e question, pour me concentrer, parce qu'à chaque fois qu'on passe à une question, à une nouvelle question, il faut se remettre dans le contexte en fait de la question. Et j'ai tendance en fait à lire la question en chuchotant. Et c'est un réflexe. Voilà. Donc, quand je suis en centre, je fais attention à ne pas déranger, bien sûr, mes voisins.
Et là, c'est revenu comme ça. Et donc, je me suis mise, en fait, à lire les questions, en fait, en chuchotant. Alors, j'ai vu le pop-up arriver en disant interdit, de chuchoter, etc. Ah oui. Donc, c'est très, très, très strict. Oui, parce qu'on pourrait enregistrer les questions, les revendre après au marché noir, enfin, enregistrer notre voix, etc. Donc, on veut pas que les questions fuitent, évidemment, notre base de données de questions. Alors, tu vois, j'ai même pas pensé à ça, en plus. J'ai même pas pensé à ce que tu dis. Oui, ou tu pourrais avoir quelqu'un qui est arrivé dans la pièce et qui tu lui dis la question, il te répond, etc. Ras du sol. Ouais. Et donc voilà, j'ai dit OK, puis après j'ai fait attention. Voilà. Et donc ça c'est online, si on vient en physique, c'est à peu près la même chose, hein, on doit rentrer sans montre, sans lunettes connectées. Oui, alors on enlève. Alors moi je trouve que c'est un stress en moins. En tout cas, moi je préfère passer en centre. Et je trouve que c'est un stress en moins. Pourquoi ? Parce que tu arrives effectivement, moi je sais que j'ai l'habitude d'aller dans un centre bien précis, ils sont très sympathiques, etc. Alors que ce soit online, que ce soit en fait en centre, la différence c'est qu'online c'est une page web en coche, c'est-à-dire on valide le règlement en fait du passage de l'examen, voilà. En centre, on a un document, voilà, on signe, etc. On nous prend en photo, ça c'est pour person view, voilà. On signe l'heure d'arrivée et l'heure de départ quand on a terminé. On met nos affaires dans un casier qui est fermé, à double tour. Et ensuite, on nous installe et on démarre l'examen. Y compris son téléphone. Alors oui, de toute façon, voilà. Moi, je dis en blaguant tout nu, mais c'est pas vrai. On peut garder sa ceinture et ses lacets, mais sans montre, sans bloc-notes, sans smartphone. On reçoit d'ailleurs une feuille de papier et un stylo. En tout cas, la dernière fois que j'ai passé l'examen. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi, on m'a fait enlever ma montre alors que ce n'était pas une montre électronique. Voilà. Bon, j'ai mis dans mon sac, c'est fermé dans un casier, pas de téléphone ni quoi que ce soit. Alors concernant le bloc-notes, en fait, en centre, on a une feuille plastifiée avec un feuille effaçable. Donc moi je conseille, moi je conseille les candidats parce que quand on passe d'une question à une autre, c'est ce que j'ai dit, il faut se remettre dans le contexte. Donc si c'est l'examen architecture, hop on schématise, d'accord, et ça nous remet dans le contexte. Ou alors on prend des petites notes. Et puis après on efface, on a une petite éponge. Et d'ailleurs avant de sortir de la salle d'examen, on efface, d'accord. Et puis quand on le passe en online, on a un petit tableau blanc. Et dans ce petit tableau blanc, voilà, donc on peut dessiner, etc. Voilà, on peut prendre des notes. Donc voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai d'autres petits conseils. Je sais pas si on aura le temps de. On arrive doucement à la limite de temps. Comment ça se passe quand l'examen se termine ? On a le résultat immédiatement avec une bouteille de champagne qui apparaît à l'écran, etc. Alors non, c'est congratulations. Voilà, quand on a du pass. Ou fail, c'est pas grave. Mais on le sait directement à la dernière question. Ouais, on le sait tout de suite. Alors par contre, et c'est pour ça, c'est le petit conseil que je vais donner en fait aux candidats, c'est aller le plus rapidement possible parce qu'on s'est entraîné et en faisant bien attention quand même à lire les questions, on procède par élimination, on coche la réponse et puis hop, je passe en fait à la question suivante. Je peux toujours revenir en arrière sur une question. Ça m'est déjà arrivé. La question qu'on trouve difficile, je réponds toujours. Je procède par élimination. J'utilise mon expertise. J'utilise ma logique aussi. En tant qu'IT, on a notre expérience, etc. Quelle serait la réponse la plus adaptée en fait à la question qui est posée. Mais je conseille toujours en fait de répondre parce que souvent on me dit je termine et après je reviens. Mais parfois on n'a pas le temps. Voilà, s'il te reste plus de temps, tu fais comment ? Et j'utilise la feuille de papier aussi pour noter ces questions. Je note le numéro comme ça, je sais où je dois revenir. On peut la marquer dans l'interface aussi. On la marque. Et puis, je dirais en fait, quand on arrive à la dernière question, on répond et il nous reste du temps, d'accord ? Donc on va tout simplement en fait faire un petit review. Et quand on fait un review, que ce soit online ou il y a rien qui change, ou en centre, on a une petite fenêtre qui affiche en fait toutes les questions avec celles qu'on a marquées. Donc tu vois, donc c'est un accès rapide en fait à la question qu'on a marquée. On peut retourner à ces questions-là. Voilà. Et puis il y a autre chose aussi. Moi, ça m'est arrivé. C'est quand on a en fait dans le review, quand on a en fait une question avec une coloration, un petit point orange, ça veut dire que c'est une question à choix multiple. Et on n'a pas coché toutes les réponses qu'on devait faire. Voilà, donc c'est pour ça que le review et le temps additionnel et bien s'entraîner pour aller vite au niveau, je dirais, des réponses aux questions, c'est important. Donc voilà. Et le dernier conseil que je donne, c'est ne jamais laisser l'examen se terminer parce qu'on a consommé tout le temps. Voilà. Pourquoi ? Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé en fait à un collègue et à un de mes stagiaires.
C'est-à-dire quand il a terminé l'examen, il sort du centre, je lui dis alors, tu l'as ou pas? Ben non, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ben en fait, je sais pas. Et en fait, parce qu'il a laissé écouler tout le temps. Et quand c'est comme ça, on n'a pas en fait le résultat. On ne sait pas si on l'a eu ou. Voilà. Alors, comme je dis, c'est un stress supplémentaire. S'il nous reste 5 minutes au niveau en fait de l'examen, quand il nous reste 5 minutes, on a un pop-up qui s'affiche en disant il te reste plus que 5 minutes. Donc moi, ce que je dis à mes stagiaires, franchement, 5 minutes, est-ce que ça va changer la donne? Donc je termine l'examen. Il me reste encore du temps, on va me demander, tu confirmes? Donc là, je confirme. Alors, juste pour information à ceux qui vont passer l'examen pour une première fois, on a 10 questions d'AWS qui sont posées pour faire des statistiques sur notre profil, notre expertise, depuis combien de temps on travaille sur AWS, qu'est-ce qu'on a fait pour préparer, etc. Donc ça, voilà, hein, donc pas de stress, c'est vraiment pour faire des statistiques. On n'est pas jugé, on n'est pas coté. On n'est pas jugé, voilà, l'examen, ça y est, on l'a terminé. Et après, on a donc le résultat. Alors, passe, c'est bon, hein, on l'a eu. Fail, bon, bah là, on n'est pas très content parce qu'on l'a pas eu. Hein. Et quand on l'a eu, quel que soit, on l'a eu ou on l'a pas eu, donc 24 heures après, on reçoit un mail d'AWS en nous avec disant, voilà, avec le détail, le score, etc., le pourcentage de points qu'on a acquis en fonction des catégories, et ainsi de suite. Et autre chose, et après, je te laisse, c'est, on l'a pas, il n'y a pas mort d'homme. Moi, quand je rate un examen, il y a notre, on en prend un coup, hein, quand même, hein, notre ego, il en prend un coup. Son ego, quand même. Ah ouais, son voilà. Portefeuille aussi. Voilà. Oui, voilà. Et mais il y a pas mort d'homme. Moi, je sais que quand j'ai raté mes examens, c'est parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête. J'avais pas compris. On peut toujours les reprendre. On peut se réinscrire quelques semaines après, quelques mois après, voilà, et puis c'est tout. Et recommencer. Quand on l'a, on a un beau badge numérique aussi qu'on peut mettre sur son CV, sur sa page LinkedIn. Oui. Voilà, sur la page LinkedIn, sur son CV, et puis comme signature, hein, au niveau de sa messagerie. Et c'est important, si vous êtes consultant, ça montre à vos clients que vous avez un certain niveau d'expertise. En un mot, où est-ce que je démarre aujourd'hui? Si une adresse web, quel est le meilleur endroit pour démarrer à se préparer pour un examen? C'est Skill Builder? Ouais, Skill Builder, déjà, c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal parce qu'il y a plein de petites vidéos, c'est ce que j'ai expliqué, hein, il y a plein de petites vidéos à thème, etc. Donc, c'est intéressant. Et puis après, il y a d'autres sites qui proposent que ce soit des examens blancs, que ce soit, je dirais, des petites vidéos. Alors là, en général, c'est payant, des petites vidéos à thème avec des questions, etc. Donc, voilà. Hein. Donc, il y a toujours de quoi faire. .ws de TED, mais vous regardez dans les notes du podcast, ça sera le premier lien sur lequel vous pouvez cliquer. Nabila, merci pour toutes tes explications, tes bons conseils, plein de bon sens, plein d'expérience aussi, à la fois sur la préparation et sur le déroulement de l'examen. Merci pour cette conversation. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.